signal, les merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur quand nous chanterons. Le temps des cerises sifflera bien mieux, le merle moqueur. Radio Zoupante, la station des rapins, sans foi, sans loi et sans courbet. L'émission Ci-Devant à Racaille, du mardi 4 août 2020, qui sera consacrée pour sa partie érotique à Aimée Castin, une peintre, on peut dire une bergère peintre de Haute-Provence. Voilà, ma camarade est enthousiasmée par cette peinture et par les écrits d'Aimée Castin, parce qu'elle écrit aussi, et d'après ma camarade, elle écrit pas mal d'études. Voilà, tout à fait. C'est une découverte, un livre que tu avais aux éditions des Alpes de Lumière. On en reparlera un peu plus longuement, bien sûr, tout à l'heure. Mais voilà, qui fait le tour de cette femme bergère artiste qui a fait des croquis, qui a écrit, poète, enfin voilà, bien. Et pour ouvrir les réjouissances, vous avez eu l'immense joie d'écouter Le Temps des cerises du groupe Noir Désir. Et nous allons essayer, ma camarade et moi, de porter nos regards en marge sur l'art et de dénoncer les sales coups de la politique politicienne en toc. Et croyez-moi, de ce côté-là, ça s'améliore pas. Oui, alors bonjour à tous, content de vous retrouver. Il y a eu quelques absents, je suis partie 2 semaines en Bretagne et voilà, là on est content de reprendre un peu le boulot et de reparler art. Et donc vous pouvez nous joindre bien sûr sur le répondeur de Radio Zoupante au 01 41 95 20 96 ou par mail sur artracaille@orange.fr. Malgré l'écran cieux du néant, c'est pour mieux nous manger enfants et les silences et les boucans, faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau et que l'on ait plus ses 16 ans et sur l'espoir un chèque en blanc, faut vivre.
Malgré le cœur qui perd le nord, au vent d'amour qui souffle encore et qui parfois encore nous grise, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut parler et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres pris en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage, faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, on nous sentinelles endormies, dans un bruit d'usine gémit, le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit, faut vivre. Malgré qu'en nous un enfant mort si peu parfois remue encore comme un vieux rêve qui agonise, faut vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages où le cœur s'écore et s'enlise, faut vivre. Malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous en fera boire jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir, faut vivre. Malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde d'un œil ivre, faut vivre. Malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges jour après jour, et bien que l'on n'ait qu'une vie, une seule pour l'éternité, malgré qu'on la sache rater, faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. C'était Mélismel, faut vivre. Une magnifique chanson de Mouloudji, voilà, qu'on adore ici. Vous avez dû vous en rendre compte. Et tout de suite, on va passer au presse-papier traditionnel, qui sera consacré pour ma petite part de flanc à la persécution, ou les persécutions plutôt. Voilà. Les persécutions contre les Palestiniens durent depuis plus de 70 ans. Et personne ne se pose trop de questions, ou pas de questions du tout. Pour les Ouïghours, par contre, le monde dit libre, États-Unis en tête. Là, je me posais la question de savoir s'ils sont vraiment libres. L'Angleterre, et en suivant, les Français, qui sont toujours un tout petit peu à la traîne, mais enfin, ils se manifestent quand même. Mais pourquoi cette différence de traitement entre, d'une part, si vous voulez, cette persécution des Ouïghours par les Shintok et la persécution des Palestiniens par les occupants de ce tout petit pays du Moyen-Orient. Occupants qui sont, comme vous le savez, des gens pas très tendres. Il n'y a pas de réponse intelligible de la part des États dits démocratiques à ce deux poids, deux mesures. Bien sûr, des intellos, des universitaires, des artistes, des littérateurs, des théâtreux, toujours les mêmes d'ailleurs, se mobilisent pour cette cause, à l'exception,
exceptionnel, mais qui ne nous surprend pas, ma camarade et moi, des journalistes des médias radiophoniques, télévisuels et presse-papier. On les appelle, comment on les appelle ces gens-là? Les chiens de garde. Les chiens de garde du pouvoir. On avait adoré le film sur ces rigolos. Et pas des moindres, aussi bien que dans cet État colonial et d'apartheid autoproclamé État juif, sauf un média, en tout cas qu'on connaît, nous, Haaretz, et un journaliste de ce média, Gideon Lévy. Alors qu'il est habité par autant, sinon plus, de Palestiniens, qui n'existent pas aux yeux des colonisateurs. Mais c'est un peu toujours comme ça. La France, avec son passé prestigieux de pays colonisateur de l'Afrique de l'Ouest, de la Indochine, de la Cochinchine, etc., etc., en connaît un rayon. Voilà. Les États-Unis, l'Angleterre, la France, l'Allemagne, la liste en est longue, soutiennent au contraire les exactions, les spoliations, les meurtres perpétrés par les occupants illégitimes de la Palestine ancestrale. Et si nous, simples civils, habitants de ces contrées riantes d'Europe, nous protestons en soutenant par exemple le mouvement BDS, et particulièrement en Allemagne, pour les Allemands en tout cas, c'est la fessée. Et pas avec la main molle, mais la badine qui cingle le petit cul de Nanty de l'Ouest. On dirait que ça fait circuler le sang, mais quand même. D'ailleurs, même pas la peine de chercher la correction si loin. Essayez ici en France, française, d'héberger des réfugiés, migrants illégaux. Essayez, pour voir. Ouais, liberté, égalité, fraternité, mais pas pour n'importe qui. Mais ça, c'est éternel, ça dure depuis toujours et ça durera encore un bon moment. C'est pas la paix. On a évidemment, sur le fronton des bâtiments publics, on a cette fière devise. Mais elle reste sur les bâtiments, elle sort pas dans la rue. Et surtout pas pour ces pauvres tâches de migrants. BDS subit des tentatives de criminalisation ici comme ailleurs, mais des juges plus éveillés que d'autres ou moins endormis, selon, prononcent des relax lorsque des militants ou des soutiens de BDS passent dans leur salle d'audience. Par contre, chez nos potes germains, pas de salisette. Les inculpations pleuvent comme les balles pleuvaient à Gravelotte. Vous savez, c'est une fameuse bataille, la bataille de Gravelotte, où on disait que les balles sifflaient aux oreilles des combattants de part et d'autre d'ailleurs. Voilà. Pleuvait, bref, je passe. On peut comprendre qu'ils traînent à leur fondement l'histoire dont leur nation, sous la férule d'un dictateur un peu simplet mais absolument abject et criminel, s'est comportée envers les Européens de confession hébraïque, et en particulier ceux de la Pologne, qui cumulaient deux tares majeures aux yeux chassieux des nazis, d'être slaves et juifs. Deux défauts inexcusables. On se demande pourquoi. Mais qu'ils ne s'aperçoivent pas, qu'ils ne comprennent pas que le comportement des colonisateurs israéliens rappelle étrangement, par bien des aspects en tout cas, celui des génocidaires nazis. Oh là là, j'assume. Même s'il me tombe une grosse enclume sur le coin de la tronche. Pourtant, la France s'y est frottée durant des années. S'est frottée, si vous voulez, aux génocidaires nazis. Et des résistants dans ce pays se sont levés contre cette barbarie d'un autre âge, ou plutôt jamais égalée, depuis l'existence de l'humanité, de notre pauvre humanité, pitoyable humanité. Quid de notre histoire, de l'histoire de ces jeunes Français dans les maquis d'Ardèche et du Vercors, et j'en passe, mais ce sont les plus connus, semblables à ces jeunes Palestiniens sous le joug d'une armée d'occupation. En France, cette occupation a duré 4 longues années, alors qu'en Palestine, elle dure depuis plus de 70 ans. Cherchez l'erreur.
Ouais. Et justement, quand nous on lit souvent les communautés adhérentes de l'Union juive française pour la paix, le JFP, on a leurs infos qui arrivent régulièrement. Et là, quand tu parles de BDS, on peut lire que justement, c'est le 30 juillet dernier à Ramallah, à 3h30 du matin, que des dizaines de soldats d'occupation israéliens, accompagnés d'au moins un chien, ont fait irruption au domicile de Mahmoud Nawajak, qui est le coordinateur général du Comité national palestinien BDS, donc qui l'ont menotté, qui lui ont bandé les yeux et qui l'ont emmené devant sa femme et ses 3 enfants, quoi, d'une manière donc comme ça se pratique couramment, en pleine nuit, violemment. Voilà. Donc, le but étant de terroriser les familles, le but étant de terroriser tout le monde, quoi. Mais ça, c'est des pratiques qui existent dans tous les États dictatoriaux du monde. C'est pas mieux en Chine, c'est pas mieux dans plein de pays, totalitaires, en Égypte, je sais pas moi, bref. Et c'était le cas aussi en France pendant cette merveilleuse période de l'occupation où tant de Français se sont adonnés avec une joie, une foi et une pousse immense, en tout cas, à la collaboration avec nos occupants. Voilà. En Palestine, c'est un peu moins évident la collaboration quand même, parce que ça doit se régler assez vite, mais enfin, on sait qu'il y a des collaborateurs palestiniens, à commencer par la direction de l'autorité palestinienne. Quoi, voilà. Bon. Ouais. Écoute, en tout cas, ce dont tu parles est terrible. Enfin, on en parle régulièrement, on dénonce régulièrement. Moi, je suis tombée sur un article d'un site qui s'appelle Rouen dans la rue, et justement qui parle de ce qui s'est passé quand Darmanin est venu rendre hommage à Saint-Étienne-du-Rouvray, au Père Hamel. Donc c'est assez terrifiant aussi. En fait, il y a lors de cette commémoration, il y a 11 personnes qui ont été interpellées. Donc, lors de l'avenue de Gérald Darmanin à Saint-Étienne-du-Rouvray, à l'occasion de l'hommage rendu au Père Hamel, et la police leur a reproché d'avoir perturbé l'allocation du ministre de l'Intérieur et d'avoir participé à une manifestation interdite. Donc, 4 d'entre eux ont été placés en garde à vue. Et pour les 7 autres, le régime sous lequel ils ont été maintenus dans les locaux du commissariat relève pour le coup d'un flou juridique total. Et selon leur avocate Chloé Chalot, une telle rétention s'avère parfaitement abusive. Donc tous ont porté plainte aujourd'hui pour atteinte à la liberté individuelle commise par une personne dépositaire de l'autorité publique. Donc c'est assez affolant. Donc voilà, c'est dans cette journée, donc c'était le 26 juillet, la venue de Darmanin donc avait donné lieu à un important dispositif de sécurité, qui était déjà en soi une forme de répression préventive. Et dans sa communication, la préfecture indiquait que même s'il y avait interdiction de manifester, le secteur était ouvert au public. Dans les faits, c'est pas vrai. Quand on voit le schéma en fait des points de contrôle, il y avait des gendarmes partout, des gendarmes mobiles partout, il y avait des checkpoints, enfin, et on pouvait absolument pas se déplacer à proximité de l'église. Après, il y avait un filtrage, les forces de l'ordre opéraient un tri, plus arbitraire forcément, en fonction de est-ce qu'une femme pouvait écarter certaines femmes, peut-être qu'elles avaient l'air trop féministes, je sais pas, des jeunes pas très blancs, des personnes identifiées par les policiers, enfin voilà, donc il y avait tout ce filtrage. Et en fait, les personnes, à un moment, il y a quelqu'un une personne du public qui s'est mis à invectiver le ministre au cri de Darmanin violeur. Donc cette personne a été immédiatement ceinturée et neutralisée avec une main devant la bouche. Et le même scénario... Avec une quoi ? Une main devant la bouche pour la faire taire, quoi. Et le même scénario a été repris pour celui qui a eu la possibilité de sortir une banderole avec marqué dessus « Shame ». « Shame », ça veut dire « honte ». Donc les policiers se sont jetés sur 11 personnes qui ont été interpellées. Et certaines n'avaient manifesté aucune hostilité à l'égard du ministre, et elles avaient été soi-disant repérées. Et là, il y avait 3 policiers par manifestant. Ouais, d'accord. Et donc après l'arrestation, il y a une espèce de forme de panique, bien sûr. Et là, il y a un des policiers qui dit qu'il faut trouver des preuves. Donc il y en a un autre qui a répondu quand même, demander à Darmanin, parce que visiblement tous les policiers n'avaient peut-être pas envie non plus d'être un chien de garde justement de cette mascarade, quoi.
Et certains ont même du mal à comprendre pourquoi avoir arrêté tant de monde, mais les consignes viennent d'en haut. Au Comico, un OPJ nous a laissé entendre que la consigne était de tous nous mettre en garde à vue pour outrage en réunion pour un minimum de 24 heures, une consigne qui venait apparemment du ministère. Alors dans cette confusion, il y a 4 personnes qui ont été placées en garde à vue, et les 7 autres, elles ont été privées de liberté, elles n'ont pas le droit de quitter le commissariat, elles n'ont pas le droit de consulter leur téléphone, donc on les a laissées sur un banc, on les a laissées attendre et demander même l'autorisation bien sûr pour aller aux toilettes, et pendant plus de 2 heures, les policiers ont oublié toutes les règles élémentaires du code de procédure pénale et ont maintenu donc ce flou juridique. Et l'avocate précise que si ces clients avaient été vraiment en garde à vue, là ils auraient eu la possibilité de prévenir les proches, d'appeler leur avocat, et s'ils avaient été vraiment entendus comme témoins, ils n'auraient pas été conduits au commissariat de force et auraient pu quitter les lieux à tout moment. Donc voilà, aucun de ces 2 statuts ne leur a été appliqué, donc il y a cette forme de flou juridique. Oui, qui rend les flics inattaquables. Voilà, donc voilà ce qu'il en est, ce qui s'est passé à Rouen il y a le 26 juillet. Quoi. Et après, il y a donc dans cet article, il y a des précisions sur en plus comment ça se passe dans un commissariat, et on retrouve toujours les mêmes comportements racistes, agressifs, d'humiliation, et on s'aperçoit que les femmes policières n'ont rien à envier aux hommes. Il se précise par exemple qu'il y a une policière à un moment qui déclare à une interpellée: est-ce que tu portes une culotte, et qui lui palpe ostensiblement les fesses, quoi. Mais où va-t-on, quoi? Et elle prend son sac à main, le renverse tout le contenu sur le sol. Et ailleurs, il y a un policier qui interpelle une de ses collègues et qui lui dit: dis donc Anna, tu peux venir faire une fouille au corps à mademoiselle, elle est jeune et craquante. Et là, bien sûr, tous les mecs qui rigolent grassement comme ils peuvent le faire. Donc voilà, c'est toujours les mêmes schémas qu'on retrouve dans les gardes à vue, quoi. C'est hallucinant, quoi. J'ai été en garde à vue j'étais très jeune, je devais avoir une vingtaine d'années, même pas. Bon, je dois dire malgré tout que, c'est dans les années 60, 50 même, donc c'est pas d'hier. C'était peut-être parce qu'on était tout de suite après la guerre, ou pas loin après la guerre, donc les flics avaient tellement de choses à se reprocher qu'ils se la jouaient mollo, mais j'ai jamais subi ce que les gens en garde à vue subissent aujourd'hui. Ah non, mais maintenant, tous les comptes rendus de garde à vue précisent qu'on les empêche d'aller aux toilettes, qu'on leur donne pas à boire, qu'on leur donne pas à manger, qu'ils sont dans des locaux qui sentent la pisse, le vomi. Enfin, c'est systématique, quoi. On est vraiment dedans. Moi, j'ai passé une nuit aussi en garde à vue, jusqu'à 12h du matin. C'était dans les années 80. C'était pas du tout comme ça. On n'était pas humiliés. Il n'y avait pas de propos sexistes. Enfin, on n'était pas du tout dans ce qu'on voit maintenant. Le seul truc qu'ils nous ont fait qui était un peu pénible, c'est que on faisait une déposition, ils nous posaient des questions, etc., et une fois qu'elle a été terminée, il fallait recommencer. Ça durait. Voilà. Là, je veux dire que c'est vraiment pénible, mais c'est pas non plus. Il n'y avait pas de coups, il n'y avait pas d'insultes, voilà. C'est tout. On nous est chié de la manière la plus la plus subtile qu'on avait trouvée, mais ça se limitait à ça, et le lendemain matin, on a pu repartir sans problème. Bien sûr, ouais. Alors là, il précise que les 7 interpellés, donc ceux qui n'avaient pas de statut, qu'on a arrêtés comme ça complètement arbitrairement, en fait, ont été relâchés après 3 heures de privation de liberté, donc, et qu'on va en profiter en fait pour les ponctionner un peu, parce que ces 11 personnes se sont vues préciser à la sortie qu'elles recevraient toute une amende, toute une contravention pour manifestation interdite. Et d'ailleurs, on se pose la question, est-ce qu'on peut parler de manifestation quand c'est quelques personnes disséminées dans le public qui s'expriment? Est-ce que c'est une manifestation? Parce que là, c'est pas une manifestation, c'est un hommage rendu à Saint-Étienne-du-Rouvray, donc on peut pas appeler ça une manifestation. Donc déjà, le motif de l'amende, de la contravention est erroné aussi, quoi. Oui, et pour ma part, une des premières manifestations auxquelles j'ai participé, j'avais une vingtaine d'années, c'était après la guerre d'Algérie, et il y avait Lecoing, vous savez, celui qui a fait voter le statut d'objecteur de conscience, un des derniers grands anards qui mesurait 1m50, mais bon, c'est une plaisanterie douteuse, et bien, c'était rue de Rivoli, une manif en faveur des objecteurs de conscience. Eh bien, il n'y avait pratiquement pas, je n'ai pas le souvenir d'avoir vu des flics. Voilà, on a défilé
rue de Rivoli, sans problème, sans interpellation, sans massage, sans gaz lacrymogène, etc. Voilà. Pourtant, c'était des anards qui manifestaient, on n'était pas bien au cours, on peut pas dire, ou des gens d'extrême gauche, déjà à cette époque-là, ça existait. Voilà. Bon, je dis pas que après la guerre, dans 48, etc., il y a eu des manifestations de mineurs qui ont été réprimées violemment par M. Bloch, un bon socialiste, ministre de l'Intérieur, ou préfet de Paris, non, ministre de l'Intérieur, je crois. Mais bon, là, cette manif particulière, pour les auditeurs de conscience, eh ben, ça s'est très bien passé. Pour ma première manif, je n'ai pas été massacré, quoi. Ça serait maintenant, je pense que on aurait droit à la totale, quoi. Ce sera du souci. Et là, justement, la préfecture utilise toujours ces mêmes prétextes que les personnes interpellées sont soi-disant connues pour leur appartenance à la mouvance Gilets jaunes et ultra-gauche. Cette fameuse ultra-gauge. Voilà, il faut qu'on retrouve partout cette fameuse ultra-gauche. Alors, il n'y a pas eu tant de manifestations que ça, justement, tant de cris de répression dans la foule. C'est parce qu'il y avait quand même eu un énorme filtrage, mais par contre, c'est quand même réjouissant, c'est que dans la nuit, il y avait quand même plein de gens qui avaient, il y a eu plein de collages, donc dans les rues de Saint-Étienne-du-Rouvray, comme Darmanin, flic violeur, Darmanin violeur à l'intérieur, voilà, donc il y avait quand même des panneaux, des tags un peu partout dans la ville, quoi. Non, mais voilà, si vous voulez, je sais pas si vous avez vu la tronche de charme de Darmanin, mais vraiment ce type, il a l'air pas bien malsain, quoi. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. On va pas faire du délit de sale gueule, quoi, que ça me démange. Non, on va pas en faire, mais bon, ce qu'on peut quand même de toute façon dire, c'est que la nomination de Darmanin reste quand même une provocation et un doigt d'honneur aux féministes. Ah non, mais ça, c'est ce régime. Regarde Ferrand, président de l'Assemblée nationale, c'est un mec qui est en examen. Il est président de l'Assemblée nationale. Alors que si tu veux, du temps de Mitterrand, par exemple, il y avait Tapie, qui était ministre de la ville, qui a été soupçonné à un moment de choses. Lui, il avait de quoi soupçonner, mais enfin bon. Eh ben, aussi sec qu'il a démissionné. Pas pour de simples accusations, il n'était pas du tout mis en examen, ni rien. Mais aujourd'hui, si vous voulez, ce groupe LRM, je sais pas, bon, bref, eh ben, c'est vraiment des gens qui se foutent de la gueule, de la justice, de tout, quoi, voilà. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre République d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction, ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier, même plastifié. Les droits de l'homme ne pourront plus être protégés. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française qui répondra de ses doléances. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Citoyen de France. Et la justice, qu'en pense-t-elle puisqu'elle ne peut point s'exprimer? Elle s'exécute convenablement sous la pression de l'Élysée, mettant en cause l'un des fondements de la structure démocratique. On interfère dans les affaires quand ces dernières deviennent critiques, usant des procédés injustes, des républiques bananières, comme un joker sorti de sa manche que l'on appelle raison d'État. Mais quand l'État manque de raison, c'est la balance qui penche et on se cache derrière Saint-Just, tout comme une femme sous la burqa. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française,
française qui répondra de ses doléances. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Dans la chambre des députés, on appelle au dialogue de sourds et ça chante et ça caquette pour être le coq de la basse-cour. C'est le bordel dans ces pioles, faudrait penser à faire le ménage. La dernière fois que cela fut fait devait dater du Moyen-Âge. Chacun y va de son coup de gueule, donnant ses lois incohérentes. Mais commencez par s'écouter, ce serait peut-être la base d'une bonne entente. Messieurs les députés de France, souriez donc, vous êtes filmés, vous êtes devenus les nouvelles stars de cette France réalité. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française qui répondra de ses doléances. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Madame la République, interprétée par Ridan.